Compose, épisode 75. Je sais pas comment tu t'arrives à en donner au fait que c'est ta voix, mais tu vois, je me souviens de mes tout premiers stages. C'était en 2011, donc j'étais beaucoup... Enfin, tu vois, j'avais 21 ans. Les premières fois que j'ai été vraiment devant un chœur. Et en fait, ça a direct été facile, quoi. Trop bien. Tu vois, t'as vraiment ce truc où, en fait, instinctivement, je faisais plein de choses sans qu'on me l'ait jamais appris parce que juste, enfin, c'était facile et logique. Et alors après, j'ai toujours eu aussi un intérêt pour la pédagogie. Enfin, je veux dire, j'ai enseigné les sciences avant. Je viens d'une famille où il y a que des profs, et donc il y a un truc pour la pédagogie qui était là. Et du coup, en fait, très vite, tu fais tes premiers stages et tout le monde te dit, mais meuf, vas-y, quoi. Ah, tu trop bien. vois. Et en plus, ça me plaisait parce que c'est pas non plus. Enfin. Si ça m'avait pas plu, ça n'aurait pas eu d'intérêt, mais ouais, en fait, ça s'est dessiné un peu comme ça. Puis quand j'ai voulu prendre des études, à l'époque, j'ai fait un stage où j'étais choriste. Enfin voilà, il y avait des chefs pros et j'avais été les voir. Et en fait, on m'avait dit, en fait, c'est impossible, Emeline, de faire, enfin le chef que j'avais été voir à l'époque, des études en travaillant en même temps, t'y arriveras pas. Et en plus, c'est impossible de travailler, de vivre de la direction de chœur en Wallonie, donc laisse tomber, quoi. Oh, purée. Et donc il y a une personne qui m'a dit ça et puis qui m'avait quand même renvoyé vers un pianiste qui était là et qui venait de l'IMEP et qui m'a dit, mais en fait, juste essaye, tu verras bien par toi-même. Et heureusement que je l'écoutais lui plutôt que le premier à l'époque. Mais parce qu'en fait, effectivement, il y a quasi personne qui vit de ça à l'échelle de la Wallonie. Beaucoup de chefs font ça à côté d'un autre boulot, en fait. Oui. Et voilà, c'est un secteur un petit peu particulier. Bienvenue sur Compose, le podcast de celles et ceux qui osent créer, un podcast produit par moi, Julie Mouvet. Journaliste de formation, je propose aujourd'hui mes services en communication, community management, copywriting, vidéo, podcast, relations presse, animation de conférences ou tables rondes, formation. Bref, je fais ce que j'aime, créer, raconter, connecter. Place à l'épisode. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Emeline Burnotte, chef de chœur et directrice de Sing for the Moment. Ensemble, on a parlé de son passé de prof de sciences, de ce qu'est la direction de chœur, de liberté, de la modernisation du chant choral, de ne pas tout le temps faire la même chose, de collaboration, de rémunération juste des artistes, d'inclusion, de féminisme, de faire passer des messages au travers de l'art, de son trouble autistique, d'entrepreneuriat. Ah oui, et si vous souhaitez soutenir Compose, c'est possible via Patreon. Je dépose juste ça là et je vous souhaite une très belle écoute. Merci Emeline d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Je suis super contente d'être là, merci pour l'invitation. Tu es donc chef de chœur et tu as créé Sing for the Moment. Avant qu'on vienne vraiment à ce projet-là, je voudrais un peu connaître ton parcours. En fait, comment est né ton intérêt pour la musique ? Oui, figure-toi que j'allais à la messe avec mes parents le dimanche matin et donc j'ai très vite été immergée là-dedans parce que mes deux parents étaient organistes et dirigeaient des chorales d'église. Et puis quand j'ai eu 8 ans, j'ai commencé le solfège et en fait mon papa a ouvert à l'époque une chorale qui vient d'ailleurs de fermer il y a pas très longtemps, après 25 ans d'existence. Oh. Et en fait juste j'ai accompagné mes parents pendant des années, tous les vendredis soirs j'allais à la chorale, chanter avec eux et donc c'est parti de là. Après la vie a fait que j'ai commencé des études en sciences, donc rien à voir du tout. J'y ai enseigné plusieurs années dans les sciences et puis quand on m'a dit que j'allais être nommée, ça m'a angoissée et je me suis dit en fait c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire de ma vie. Là j'avais entre-temps dirigé un ou l'autre projet, commencé à me former en direction de chœur via des stages et tout, mais de manière amatrice quoi. Et en fait, j'ai décidé, du coup, à 25 ans, de reprendre des études en musique. Du coup, j'ai fait l'IMEP à Namur et j'ai enchaîné avec un master en direction de chœur au Conservatoire Royal de Bruxelles. Et en 2019, je suis un peu arrivée au constat, donc j'étais encore aux études, où j'étais là, mais en fait, j'ai besoin d'avoir des chœurs qui me ressemblent. Et donc, je dirigeais déjà plusieurs chœurs à l'époque où j'étais en fait engagée, des chœurs qui préexistaient longtemps avant que je reprenne la direction. Et en fait, juste...
voilà, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire des chœurs à mon image, des chœurs qui vont me permettre aussi de progresser en tant que chef de chœur. Et donc, j'ai créé Sing for the Moment un peu à ce moment-là, en 2019, juste avant le Covid. Parfait. Bon timing. Et pour revenir vraiment à ça, pourquoi c'est pas directement vers la musique que tu as été au moment de choisir tes études ? En fait, la question s'est posée. Quand j'avais 17 ans, j'ai même été voir l'IMEP à l'école avec mon papa, mais pas du tout en direction de chœur, en violoncelle, tu vois, rien à voir. Et en fait, à l'époque, ça m'a fait un peu peur parce que c'est des études où t'as beaucoup d'autonomie, en fait, qui est demandée. Genre, tu vas devoir te retrouver seule avec ton instrument pendant des heures. Et à 17 ans, je me voyais pas du tout me lancer dans je dois super fort m'autodiscipliner. Enfin, il y avait un truc, genre j'étais peut-être pas assez mature, j'en sais rien, mais où ça m'a vraiment fait peur. Et je me suis pas vue me projeter là-dedans. Peut-être j'étais pas assez passionnée par le violoncelle aussi pour me dire ok, aucun souci, je me lance et je travaille 8 heures par jour d'instrument. Et je crois qu'à l'époque, j'ai plutôt eu besoin d'aller dans un truc où c'est un peu plus structuré, où t'as finalement comme au secondaire des cours, des examens, enfin voilà, un truc un peu plus structuré. Et alors après aussi, je me suis rendu compte en direction de chœur, t'as peu de jeunes, quoi. Ah oui. Quand j'ai repris mes études, il y avait que des gens, il y avait une fille qui avait 26 ans, qui avait déjà fait des trucs avant, une meuf qui était plus âgée que moi, des gens de 40 ans. Enfin, c'est un peu aussi un truc, je dis pas qu'il y a pas des jeunes qui le font, mais au niveau des études supérieures, t'as quand même beaucoup des gens qui ont déjà des parcours avant et tout ça, et qui font pas ça à 20 ans, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, tu te retrouves après à devoir gérer des groupes de personnes et tout ça. Enfin, je sais pas, j'ai un peu l'impression que c'est aussi un truc où les gens arrivent après à avoir déjà vécu d'autres choses et pas du premier coup. Enfin, c'est un peu ce que j'ai observé pendant mes études, quoi. Et toi, justement, t'es contente du coup de l'avoir fait à 25 ans ? Ouais, tu vois, il y a toujours un peu ce truc où tu as des regrets parce que tu vois des gens qui ont été... J'étais avec des gens de 18 ans qui avaient des parents profs au conservatoire et tout ça, qui avaient vraiment eu, tu vois, toujours les meilleurs cours et tout. Moi, je partais pas du tout avec... je venais d'un milieu 100% amateur. Je crois que le premier chef pro que j'ai vu, j'avais plus de 20 ans, quoi. Tu vois, à Arlon, il n'y a pas de chef pro, quoi. Je viens d'Arlon. Et... on parlait de quoi ? Attends, oui, c'est ça. Est-ce que j'étais contente ? Ouais. Et du coup... en fait, je crois que ça aurait pas vraiment pu se passer autrement, mais à la fois, tu vois, t'as parfois des regrets en te disant j'aurais pu aller plus loin, faire d'autres choses si j'avais eu, tu vois, un autre parcours avant, mais en même temps, ça sert pas à grand chose de remuer toujours ce que t'as pas eu, quoi, tu vois, à part de ce que t'as eu, et puis avance avec ça, quoi. Mais c'est clair que, tu vois, genre, j'ai fini mes études, j'étais trop vieille pour les concours en catégorie junior, par exemple. Ici, je suis trop vieille pour plein de masterclass en France, tu vois. Enfin, j'ai 35 ans, c'est pas non plus la mort, mais en fait, tu vois, il y a plein de trucs auxquels t'as pas accès parce que t'es déjà plus âgé. C'est surtout je fais beaucoup de formations en France, moi, plutôt. Et en France, par contre, ils ont quand même des cursus hyper solides en direction de chœur. En Belgique, c'est moins ancré, quoi. Tu vois, de manière générale. Et donc, en fait, ça s'est juste fait comme ça. Après, t'as toujours des regrets en disant, si j'avais des meilleurs cours de chant avant, mais en même temps, tu vois, la vie, elle est comme elle est, quoi. Tu prends. Mais en tout cas, je regrette pas de l'avoir fait, quoi. Comment tu t'es sentie dans ces études ? Tu savais que c'était ta voie ? Oui, alors, je sais pas comment tu t'arrives à en donner au fait que c'est ta voie, mais tu vois, je me souviens de mes tout premiers stages. C'était en 2011, donc j'étais beaucoup... tu vois, j'avais 21 ans. Les premières fois que j'étais vraiment devant un chœur. Et en fait, ça a direct été facile, quoi. Trop bien. Tu vois, t'as vraiment ce truc où, en fait, instinctivement, je faisais plein de choses sans qu'on me l'ait jamais appris parce que juste, c'était facile et logique. Et alors après, j'ai toujours eu aussi un intérêt pour la pédagogie. Je veux dire, j'ai enseigné les sciences avant. Je viens d'une famille où il y a que des profs. Et donc, il y a un truc pour la pédagogie qui était là. Et du coup, en fait, très vite, tu fais tes premiers stages et tout le monde te dit, mais meuf, vas-y, quoi. Tu vois. Et en plus, ça me plaisait parce que c'est pas non plus... si ça m'avait pas plu, ça n'aurait pas eu d'intérêt. Mais en fait, ça s'est dessiné un peu comme ça. Puis quand j'ai voulu prendre des études, à l'époque, j'ai fait un stage où j'étais choriste. Il y avait des chefs pros et j'avais été les voir. Et en fait, on m'avait dit... En fait, c'est impossible, Emeline, de faire... le chef que j'avais été voir à l'époque, des études en travaillant en même temps, t'y arriveras pas. Et en plus, c'est impossible de travailler, de vivre de la direction de chœur en Wallonie, donc laisse tomber, quoi. Oh, purée. Et donc, il y a une personne qui m'a dit ça et puis qui m'avait quand même renvoyé vers un pianiste qui était là et
qui venait de l'IMEP et qui m'a dit, mais en fait, juste essaye, tu verras bien par toi-même. Et heureusement que je l'écoutais lui plutôt que le premier à l'époque. Mais parce qu'en fait, effectivement, il y a quasi personne qui vit de ça à l'échelle de la Wallonie. Beaucoup de chefs font ça à côté d'un autre boulot, en fait. Oui. Et voilà, c'est un secteur un petit peu particulier. Mais justement, ouais, ça peut paraître flou peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. C'est quoi exactement faire de la direction de chœur? Ouais, alors du coup, moi j'ai plein de casquettes. Alors il y a la casquette de chef de chœur où, si tu veux, en quelque sorte, ton boulot, c'est d'amener un groupe de personnes qui se connaissent pas de base, on n'a jamais chanté ensemble et on se connaît pas, à je sais pas, 1 an ou 2 ans après, on fait une prestation ensemble, tu vois. C'est un peu ça. Alors, il y a plein de trucs différents, mais c'est un peu le fait de... T'as la casquette de mener des gens à des reproductions... des prestations, pardon, oui. Dans la musique, tu vois. Après, nous, on fait plein d'autres trucs, il y a des tournages de clips, voilà. Mais c'est toujours ce truc de... Tu prends des gens là où ils en sont et puis tu les amènes finalement à quelque chose qui va être de l'ordre de la prestation. Après, ça peut aussi ne pas aller jusqu'à la prestation, mais en tout cas, il y a un cheminement qui est fait autour de la musique, quoi. Tu vois. Et donc, c'est vraiment l'accompagnement de personnes, réunir les personnes autour de la musique et puis les faire cheminer par rapport à ça. Et de la musique vocale, évidemment, ici, vu qu'on est en direction de chœur, quoi. Tu vois. Donc, tu rassembles tes choristes et puis tu les fais travailler et tout... pour en fait juste avoir après une super chouette, des chouettes moments musicaux, quoi. Mais du coup, moi, je fais pas du tout que ça, parce qu'évidemment, quand tu ouvres ta structure, t'as une multitude de casquettes qui viennent se rajouter. Ouais. Du coup, je dirige aussi la structure, faut bien que quelqu'un le fasse. Et puis, au final, un peu par défaut, je fais de la production aussi, parce que mes projets, en fait, je les produis moi-même. Et donc, on peut mettre dans la production, c'est... c'est moi qui vais contacter les salles, les booker, signer les contrats, contacter maintenant j'ai des attachés de presse, mais contacter les équipes, créer les équipes, coordonner, avoir les réunions techniques. Enfin, il y a 1 million de trucs autour qui sont pas vraiment du boulot de musical de chef de chœur, mais que je fais un peu malgré moi parce que juste faut bien que quelqu'un le fasse, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, comment t'es venue cette idée, en fait, de créer ta propre structure? C'était, ce besoin, en fait... En fait, quand tu reprends un projet qui existe déjà, je compare toujours ça à, tu vois, une sculpture que t'aurais. Enfin, en fait, t'as pas la pierre brute, quoi. Ça a déjà été sculpté par X personnes, et donc, en fait, t'en fais pas exactement ce que tu veux. Y a déjà un truc qui est là, qui est prédessiné, qui a vécu, et donc, tu dois repartir de quelque chose qui est préexistant pour l'amener quelque part. Et moi, en fait, j'avais envie de pouvoir avoir de la liberté dans mon travail. Et donc, en fait, t'as beaucoup plus de liberté quand tu pars d'une pierre qui n'a rien vécu du tout, tu vois. Ouais. Et donc, que t'as un matériel qui est complètement vierge. Alors, il l'est jamais entièrement, hein. Les gens ont vécu des trucs ailleurs et tout ça. Enfin, il y a d'autres chœurs qui existent. J'ai pas créé le concept du chœur. Mais ton groupe à toi, c'est vraiment une pierre vierge. Et après, en fait, tu la sculptes comme tu veux, petit à petit, à ta manière. Et donc, t'as beaucoup plus de liberté dans la direction dans laquelle tu peux amener les gens que quand... t'as un truc qui est... Enfin, un truc... on se comprend, mais tu vois, un matériel qui a déjà vécu 1 million de trucs et qui, du coup, a... des croyances, parfois, des blocages... des envies qui sont peut-être pas les tiennes, tu vois, qui met pas ses priorités au même endroit... Parce que voilà, alors que là, en fait, tes priorités, tu les mets où tu veux, parce qu'en fait, c'est juste ton projet. Tu prends l'angle que tu veux et tu vois, tu peux... Ouais, en fait, c'est vraiment un truc de liberté, quoi. Et puis derrière la liberté, j'avais envie de faire aussi des projets vraiment qualitatifs. Ouais. Et du coup aussi, c'était plus facile pour moi de mettre des critères à l'entrée. Tu vois, de créer le truc de zéro en disant, en fait, voilà, pour être dans mes chœurs, faut ça, et ça va se passer comme ça et tout. Et du coup, tu pars avec de nouveau... Quand t'es engagé ailleurs, tu peux pas venir et dire en fait ici maintenant on va augmenter le niveau à fond. C'est pas le désir du cœur ou quoi. Enfin ça sert à rien, ça va juste mal se passer, quoi. Tu vois. Et donc, Sing for the Moment, c'est une ASBL. Ouais. Quelles ont été donc, tu vois, les démarches? Pourquoi tu as choisi déjà ce format-là, cette structure-là? Et quelles ont été les démarches? Ça t'a pris combien de temps de lancer tout ça? Alors, j'ai eu la chance, à l'époque, j'ai un ami qui venait de faire tout un travail sur la création d'ASBL, dont j'ai bénéficié, du coup, et qui m'a accompagnée dans les démarches. Alors, je sais qu'elle... Alors, je sais plus, tu vois, ça a pris quelques mois. Ouais. C'était pas si long.
Ce qui prend du temps, c'est écrire les statuts. Ouais. Puis ils ont déjà été révisés quelques fois depuis lors, parce qu'évidemment, entre les premiers statuts que tu écris un peu dans ton salon comme ça, et puis après, quand tu évolues, puis il y a eu des changements légaux aussi. Il a fallu changer tout ça. Je sais que l'association de feuilles correspondait pas trop à ce que moi je cherchais. Et puis créer une société, c'était comme, c'est un autre enjeu financier aussi, quoi. C'est d'autres responsabilités. Les ASBL, après, ça change, mais il y a 6-7 ans, t'avais quand même un truc où finalement on te demande pas énormément d'administratif, quoi. Ça reste correct pour quelqu'un dont c'est pas du tout le boulot de base et qui se retrouve à devoir gérer de la compta et des machins et des trucs. En fait, ça restait... maintenant, il y a un peu plus, quoi. Et puis, on a grossi, et donc forcément, c'est plus lourd. Mais c'était un bon compromis à l'époque. Et je dirais que l'idée a dû naître, je sais pas, fin 2018. Et en mars 2019, les statuts étaient déposés. Et puis, on ouvrait le premier chœur, du coup, en septembre 2019, quoi. Ah oui. Et du coup, justement, comment t'as trouvé les premiers choristes? Ouais, en fait, à l'époque, j'assistais à un chef de chœur à Namur. Et donc, je commençais, tu vois, à rencontrer pas mal de choristes et tout, à diriger sur des week-ends chantants, en assistance chef et tout ça. Et donc, je commençais un peu à, tu vois, avoir un petit réseau comme ça qui commençait à se créer. J'avais quand même déjà des choristes aussi dans d'autres chœurs que je dirigeais moi-même, du coup, qui étaient moins reconnus, mais tu vois, qui étaient là quand même. Donc, du coup, t'avais déjà une espèce de base de personnes qui me connaissaient. Et puis, en fait, je veux dire, ça a été fait à l'ancienne. Enfin, maintenant, ça marche un peu moins comme ça. Mais en fait, j'ai fait tous les magasins de Jean Blou avec mes petites affiches, mes petits flyers, Louvain-la-Neuve, je crois que j'avais fait Namur. Et en fait, j'ai des choristes qui m'ont dit, en fait, je suis arrivée chez toi parce que j'ai trouvé un flyer dans une friterie, quoi. Excellent. Et en fait, ça a assez bien marché, quoi. À l'époque, le chœur, il a fait, je crois, 30 choristes à l'ouverture, mais j'avais eu 50-60 candidatures, tu vois. Donc, ça avait quand même bien fonctionné. Et alors, les réseaux étaient plus faciles à l'époque aussi. Les réseaux sociaux, tes posts, ils partaient vachement plus loin quand tu postais le moins de petits trucs. Aujourd'hui, l'algorithme, c'est quand même plus compliqué, quoi. Mais à l'époque, ça partait très, très vite, très, très loin, en fait. Et donc, tout ça a fait... en fait, ça s'est assez bien mis. Ça a été assez facile, finalement, d'ouvrir ce premier chœur. Alors, tu vois, c'était un challenge, quoi. J'avais même pas fini mes études et tout. Et je dis, allez, au pire, ça marche pas. Tu vois, il peut rien se passer de très grave, en fait, quoi. Et tu penses que ça a joué aussi le fait que, en Wallonie, en fait, il y avait pas une grande offre, quoi, au niveau du chant choral? En fait, il y a quand même pas mal d'offres au niveau du chant choral. T'as vraiment comme pas mal de chœurs en Wallonie. Ça dépend des zones. J'en parlais avec ma mère, justement. Eux, ils sont dans la région d'Arlon. Et tu vois, si tu prends 20 km à la ronde, il n'y a pas énormément... t'as pas plein de styles musicaux et tout que je disais. Ici, à 20 km à la ronde... En fait, tu vas voir des styles, de plein de styles de chorale, que de femmes ou mix, de toutes les tailles, de tous les styles. Enfin, t'as vraiment tout, quoi, tu vois. Et ici, du coup, le parti que j'avais pris, c'était... en fait, on fait ce premier chœur, donc c'était Dreaming Voices, c'est de la cappella. Donc, il y avait pas de... en fait, j'avais essayé de dire, OK, il y a déjà beaucoup de chœurs à Namur, du coup, on a été plutôt sur Jean Blou, où il y en avait, mais un peu moins. Donc, et alors après à Jean Blou, il y avait pas à Namur non plus, on s'est dit ok, on va ouvrir un chœur en a cappella pop rock, parce qu'en fait juste il y en avait pas, et donc on s'est dit on va pas réouvrir un chœur, la même chose que ce qui existe déjà. Il y a déjà plein de chefs qui font ça très bien et ça a pas de sens, mais on va essayer de se mettre dans un créneau où là pour l'instant il y a personne. Et alors, directement, c'est vrai qu'on a aussi comme leitmotiv qu'on voulait faire des trucs qualitatifs, quoi. Donc, pour te dire, le chœur, il a ouvert fin septembre. En fin décembre, on présentait un premier concert avec 6-7 chants par chœur, avec déjà un petit peu de chorégraphie et tout. Et donc, après, c'était des arrangements plus faciles à l'époque que ce que je fais avec Eleu aujourd'hui. Mais tu vois, il y avait comme... on vient, on bosse, on travaille de semaine en semaine. C'est aussi des chœurs assez soutenus en général. Mais parce que, dans mon mode de fonctionnement, moi aussi, j'ai besoin que ça aille vite, j'ai besoin que ça avance, je déteste répéter tout le temps la même chose. Et dans mes besoins à moi, ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Et de nouveau, s'il y a des gens qui ça convient pas, en fait, il y a plein d'autres chœurs qui fonctionnent différemment. En fait, il y en a pour tous les goûts, quoi. Mais donc ici, c'était vraiment... Et c'est un peu ce qu'on fait avec la SBL en général, c'est essayer de trouver un peu des créneaux où il n'y a pas autre chose qui existe ou exactement la même chose qui existe pour... ni faire concurrence aux autres, parce que ça n'a pas trop d'intérêt, et en même temps nous permettre d'exister aussi, quoi.
Et un des objectifs de l'ASBL, c'est vraiment de moderniser le chant choral. Ouais, alors tu vois, quand t'es entouré de gens qui savent un peu ce que c'est, ça va. Mais le nombre de fois, la dernière fois que j'étais chez le coiffeur, ça fait longtemps, comme tu Mais tu vois, il dit du coup, tu diriges des petits vieux le dimanche matin, quoi. Alors, non. C'est aussi du chant choral, et qui est super chouette et tout, tu vois. Mais j'étais, mais en fait, ça peut quand même être plein d'autres choses. Et, en gros, dès que tu quittes un peu ta niche de personnes qui sont au fait de ce que ça peut être, les gens, ils ont vraiment la vision des choristes et tout ça, qui est très chouette aussi, mais c'est juste montrer que ça peut être beaucoup d'autres choses, en fait, quoi. Et du coup, ici, on est quand même, tu vois, sur des concerts hyper peps, avec de la créa lumière et tout ça, avec mon groupe féminin, tu vois, c'est vraiment des spectacles mis en scène avec des vrais messages, c'est quand même, tu vois, c'est une autre chose que ce que tu vois dans les choristes, sans critiquer évidemment ça, parce qu'après mes interviews, il y a des gens qui râlent toujours en disant « Ah mais gna gna », je dis « Mais non, mais enfin tu vois ». C'est vrai qu'en plus, c'est l'exemple que tu donnes souvent dans tes interviews. Bah ouais, c'est ça, mais en même temps, c'est une réalité, tu vois, et c'est vraiment ça que beaucoup de gens voient. Et du coup, là, avec Arcane, qu'on va ouvrir ce week-end, en fait, justement, je veux dire, on va sur le rock hard rock, quoi. Et en fait, c'est possible et ça va être incroyable, quoi. Mais tu vois, il y a tout qui peut exister, en fait. Et donc, dans cette modernisation, c'est montrer que c'est pas que poussiéreux, entre guillemets, dans un imaginaire collectif, quoi, mais que, en fait, je pense plein de gens pourraient assister à ces concerts-là et se dire qu'ils vont passer un super moment, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois. Oui, tu peux expliquer justement un peu Arcane, le dernier né des projets de l'ASBL. Ouais, Arcane, du coup, il est presque né, mais pas encore. Il est dans 5 jours. Donc ça, c'est 200 personnes qui vont chanter du coup rock hard rock. Et donc on commence ici les répés ce 19 octobre. Et en fait, on a 6 concerts l'année prochaine dans des gros lieux. On termine à l'ancienne Belgique, et puis sinon, c'est tout des halls style Namur Expo, l'Auto Mons Expo, tout ça. Donc ça va être assez incroyable. Et là, tu vois, je te parlais de production, typiquement, quoi. Je fais pas du tout que diriger, c'est moi qui gère toute la production. Alors, je suis aidée, mais quand même tout autour, avec tout l'apprentissage qui est autour de, comment ça va fonctionner, est-ce qu'il faut un attaché de presse ou pas, comment c'est 1 million de trucs et je sais pas si ça va marcher ou pas parce qu'on a quand même quelques milliers de places à vendre pour s'en sortir financièrement. C'est des projets qui sont quand même assez chers, mais à la fois, même si ça fonctionnait pas, je sortirais hyper enrichie au niveau, tout ce que j'ai appris durant le projet, mais auquel tu as participé tout au début aussi. Tout à fait, avec une très belle identité visuelle d'ailleurs. Oui. Et ça fait peur aussi, justement, tout cet aspect financier, quoi, d'investir autant d'argent et de pas savoir forcément. C'est hyper stressant. Après, ça reste une ASBL, donc tu vois, si on fait faillite, c'est pas moi personnellement qui vais devoir vendre ma maison. Parce qu'Arcane, en fait, c'est le prix du projet, c'est le prix d'une maison, quoi. Ouais, c'est vraiment. Et donc oui, ça fait peur, surtout que, en fait, t'apprends fort par essai-erreur, quoi. Donc, il n'y a pas... dans mes études de direction de chœur, on m'a pas expliqué... alors, si tu veux faire un projet qui va faire 6 grosses dates et où tu dois vendre 6000 places, tu vas faire comme ça et ça va fonctionner, tu vois. En fait, non, tu testes et tu retouches au fur et à mesure. Après, ça arrive pas non plus notre première année d'existence, quoi. Ici, ça fait quand même quelques années que je fais des productions beaucoup plus petites et tout, mais donc ça arrive aussi à un moment où... D'ailleurs, tu vois, on a quasi 200 choristes. Ça a pas été difficile de les avoir, quoi. On a fait une super bonne vidéo ensemble qui a bien tourné sur les réseaux à l'époque. Et en fait, j'ai eu très très rapidement le minimum de choristes pour l'ouverture du projet. Ça a été assez facile. Ça aurait été pas le cas il y a 1 ou 2 ans, quoi. Donc ça arrive aussi à un moment où on a eu des gros rassemblements de choristes. On a aussi un projet, le plus grand chœur de Wallonie, qui a réuni 1000 choristes l'année dernière, 1350 cette année. Et en fait, tout ça te fait que ta notoriété grandit, ta visibilité grandit. Et du coup, quand tu lances des choses plus ambitieuses, d'une part, toi, t'es riche d'une expérience que t'as vécue ces dernières années, par essai-erreur sur les projets que t'as menés, même s'ils étaient à plus petite échelle. Et puis de l'autre côté, t'as quand même des gens qui sont là et qui ont envie de chanter avec toi parce qu'ils te suivent sur les réseaux, qui t'ont déjà vu à gauche, à droite et tout ça. Et ça fait que du coup, ça peut prendre, mais ça reste stressant. En fait, j'essaye de pas y penser, tu vois.
Enfin, t'essaies de faire les trucs bien, mais en fait, tu sais pas prédire l'avenir, quoi. Ouais. Et j'ai déjà eu des surprises, tu vois, il y a des projets, tu penses que ça va super bien fonctionner, et en fait, c'est hyper compliqué. Ouais. Et t'as d'autres projets où tu crois que ça va vivoter, et en fait, ça explose. Enfin, c'est pas toujours super facile à anticiper. Et donc, ouais, t'es là, en fait, je sais pas si je suis inconsciente ou pas, mais fonçons, et puis on verra. Et tu sens peut-être aussi, avec justement l'expérience que t'as peut-être plus les épaules aujourd'hui pour assumer un projet comme celui-là. Ouais, à fond. Bah déjà, aussi maintenant, tu vois, je peux commencer à enrichir mes équipes. Pendant longtemps, j'ai fait tout toute seule aussi. Ouais. Ici, maintenant, tu vois, j'ai Claire qui m'assiste, j'ai Marcus qui est chargé de projet, enfin des équipes de... Enfin, tu vois, pendant très longtemps, en fait, j'ai eu toutes les casquettes. Ouais. Ici, maintenant, tu vois, je peux aussi déléguer, donc ça aide quand même. Mais ça reste angoissant. Et puis, moi, j'ai un mode de fonctionnement où... tu vois, j'ai pas envie de refaire tout le temps les mêmes choses. Ouais. Et donc, tu vois, il y a des cœurs qui vont ouvrir, il y a des cœurs qui vont fermer. Et c'est comme ça. Et c'est aussi comme ça que c'est vivant et que tu te réinventes. Enfin, moi, ça m'intéresse pas de faire tout le temps la même chose, tu vois. Et donc, si on refait quelque chose, il faut chaque fois qu'il y ait un truc différent, une plus-value, une autre mise en scène, un level up. Enfin, tu vois qu'il y a un truc. Et donc, ma manière de gérer est pas de base dans la stabilité de on refait la même chose chaque année. Ouais. Ça, c'est un peu angoissant. Mais en même temps, je me dis, c'est aussi ce qui te permet de durer dans le temps. Je crois que les structures qui font la même chose pendant 15-20 ans, à un moment donné, ça s'essouffle. Ouais. Et si tu te réinventes pas, c'est compliqué aussi. Enfin, les gens sont plus intéressés à un moment donné, tu vois, ils ont besoin de renouveau aussi. Donc, voilà. Mais ça crée une espèce d'instabilité. Comme ça. Et on fait avec, quoi. Mais oui, il y a pas mal d'activités dans la SBL. Il y a donc Arcane dont on parlait. Il y a d'autres concerts. Il y a aussi des soirées chantantes, des journées chantantes, des week-ends de formation. Voilà, tu peux un peu expliquer justement tout ce que tu proposes parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses avec Sick for En the fait, Moment. on a 3 axes. Donc, il y a, comme tu le disais, tout ce qui est... En fait, on a 4 chœurs, entre guillemets, que j'appelle permanents. Donc, c'est des chœurs qui répètent soit de manière hebdomadaire, soit mensuelle, mais qui répètent sur du long terme et qui font de la création de spectacles au final. Alors, ils sont tous différents. Comme je te disais, j'aime pas refaire plusieurs fois les mêmes choses. Et donc, t'as Arcane, c'est genre 200 choristes en rock hard rock. T'as Dreaming Voices en a cappella pop rock, qui est plus sur un mode de vraiment de concert, ici, mais très dynamique comme ça. Et puis t'as Aurora qui est plutôt dans un mode, donc un groupe de femmes, de 50 femmes, en mode, là, nous, on crée du spectacle, plutôt, on raconte des histoires, on fait passer des messages. Enfin, il y a des messages, il y en a de tous les côtés, parce que je suis assez engagée, mais voilà. Et puis t'as un chœur classique ici, qui fait, vraiment, beaucoup plus petit, il y a le son 25, qui est plus sur de la musique contemporaine, de niche, personne ne connaît ce qu'on fait, tu vois. Mais là où, tu vois, on explore aussi des trucs. Le prochain spectacle, c'est avec une pole danseuse, par exemple. Excellent. Donc, on est quand même en train aussi d'essayer de casser un peu des codes et de voir comment on peut amener d'autres dimensions artistiques dedans. Mais donc, ça, c'est le premier axe. C'est vraiment des chœurs que je suis sur du long terme et où t'as de la création de spectacles. C'est un peu de base, tu vois, pour ça que j'ai choisi d'être chef de chœur. C'est vraiment ce qui, moi, me nourrit le plus. Ouais. Puis t'as un deuxième axe, c'est plutôt des activités un peu ponctuelles. Et donc là vient qui veut. Donc on a un peu, si tu veux, chaque activité, c'est un chœur différent. Moi, j'en dirige plus des masses là-dedans. C'est surtout des chefs que j'invite. Et donc ça va, comme tu disais, une soirée chantante, une journée chantante, un week-end chantant, avec parfois des spécialistes. Genre il y a Didier Liken qui vient, qui est spécialiste du gospel. Enfin voilà, c'est des trucs un petit peu plus ponctuels. Là-dedans, on a comme nous aussi, où là, moi, je dirige, c'est les tournages de clips, on appelle ça. Et donc, en fait, on amène le chant choral à des endroits un peu atypiques. Et puis, avec Vincent, avec qui je travaille depuis plusieurs années, on va enregistrer un clip sur une soirée, quoi, en gros. Et on a amené ça, tu vois, au musée d'histoire naturelle, par exemple, dans les grottes d'An, enfin, à plein d'endroits un peu dingues. Enfin, c'est vraiment trop chouette. Ici, normalement, on va l'amener à l'Atomium aussi. Donc, c'est vraiment trop cool. Et là-dedans, il y a aussi le plus grand chœur de Wallonie, donc ça, c'est vraiment XXL au niveau rassemblement de choristes. Mais oui, il y a aussi un clip chaque fois qui est tourné. Donc ça, c'est le deuxième aspect où moi, je dirige plus que ce qui est tournage de clips. Les autres activités, en général, c'est du coup d'autres chefs qui vont diriger, qui viennent de Belgique ou pas, en fait, et qui sont très, très chouettes aussi. Et puis, il y a un petit volet formation, où là, c'est plutôt, tu vois, des cours de chant, des cours de solfège, ou des cours de direction de chœur. Du coup, comme moi, je donne pour les adultes, j'ai une chef qui donne pour les chefs de chœur enfants. Et voilà, un petit peu. Donc, on a 3 axes, quoi, dans l'SVL. Pourquoi c'était important de rajouter cet aspect vraiment formation ?
De base, la logique, c'était... en fait, si tes choristes sont plus formés, ils vont mieux chanter. Ouais. Et donc, tu auras des chœurs de meilleure qualité. Bon, mes choristes suivent pas forcément la formation. Donc, ça va se marcher. Enfin, tu vois, ça reste aussi des budgets, quoi. Enfin, je comprends aussi, puis du temps et tout ça. Les choristes ont quand même beaucoup de boulot à domicile, quoi. Donc, c'est comme des projets où ça avance. Donc, tu sais pas tout faire non plus. Mais de base, c'était un peu ça le principe. Et puis, pareil, en fait, pour la direction de chœur, d'une part, j'ai toujours aimé enseigner, donc je trouve ça très nourrissant. Et comme moi, j'ai du mal à trouver des formations. Enfin, en Belgique, il y a plus trop de formations, en tout cas francophones, auxquelles je peux assister. Il y en a de temps en temps en France, mais c'est vraiment rare. En fait, c'est notre façon de te former en tant que chef, c'est de former d'autres personnes, de voir ce qui va pas chez elles, de te redemander si toi, tu faisais peut-être pas pareil, en fait. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis, c'est toujours la même logique que... le chant choral ne peut que se porter mieux s'il y a plus de chefs formés, en fait, tu vois. Et donc, même si c'est pas des chefs forcément qui sont toujours dans mon ASBL, peu importe, quoi. Tant que les gens chantent, c'est ce qui compte, quoi. Ça te nourrit vraiment de proposer tout ça et aussi de travailler finalement avec autant de personnes différentes, quoi. Ouais, du coup, il y a deux types entre guillemets de personnes, tu vois, il y a les pros, et donc c'est vrai qu'ici, maintenant, j'ai ma petite équipe là de metteuses en scène, de musiciens, musiciennes avec qui j'ai l'habitude de travailler, de coachs vocaux et tout ça. Et donc, ça, c'est vraiment super chouette, tu vois, on se connaît bien et ça marche bien et c'est vraiment super riche et super chouette. Et je me disais, cette année, j'ai été à Namur-en-Mai, tu vois, et il y a une artiste dont j'adorais la prestation. Puis tu vois, je connaissais la metteuse en scène de Namur-en-Mai, donc j'ai contacté pour avoir les coordonnées de l'artiste. Et je dis, c'est quand même cool d'être un moment de ta vie où tu peux aller voir quelqu'un sur scène et dire, oh, toi, je t'engage, tu vois. Ouais, à fond. C'est classe, c'est assez classe. C'est trop classe. Mais ça, c'est hyper riche. Et puis après, j'ai tous les choristes, évidemment. C'est pas du tout la même relation, parce que, forcément que faire de la création directe avec des personnes, travailler directement au niveau professionnel, que l'accompagnement que je fais avec les choristes. Mais c'est super riche aussi, évidemment. Là, j'ai, du coup, tu vois, 320 choristes régulières, tu vois, que je vois chaque semaine ou chaque mois. Et c'est énorme, en fait. C'est hyper riche d'avoir autant de personnes différentes. C'est aussi difficile parfois parce que, évidemment, t'as tout type de problèmes aussi qui vont se poser avec des gros groupes de personnes comme ça. C'est pas toujours facile à gérer, mais ça reste super riche, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est beau dans le chant choral, c'est que, en fait, tu rassembles des gens qui, normalement, auraient limite aucun contact ensemble autour d'un projet commun. Et du coup, tous ces gens qui devraient rien avoir ensemble, en fait, juste parce qu'ils vont défendre un propos musical commun, ils se rassemblent et ils travaillent ensemble et ils créent quelque chose. Je trouve ça assez magique, quoi. Et tu parlais tantôt du fait que tu étais engagée. Il y a plein de missions et de valeurs dans la SBL, notamment justement l'inclusion. Voilà, c'est ouvert à toutes et tous. Explique un peu, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer en fait quelles sont les grandes missions selon toi de Sing for the Moment? Du coup, la première, et c'était aussi une des raisons pour laquelle j'ai ouvert la SBL, c'est une rémunération juste des artistes. Alors, on n'est pas toujours aussi haut qu'on l'aimerait, c'est vrai. Mais en fait, c'est très compliqué. C'est un milieu où il y a... Enfin, tu vois, on va te faire jouer pour que dalle, on donne des enveloppes, pour de la visibilité et tout ça. Et donc, réussir, toi, à te développer là-dedans, quand tout autour de toi... voilà, ça se fait pas toujours de manière super légale et tout ça. C'est quand même pas toujours, je trouve... évident parce que déjà tu coûtes vachement plus cher juste et donc on fait aussi de la vulgarisation de en fait pourquoi on coûte aussi cher, quoi. Mais c'est vrai que du coup on doit être toujours dans un truc de se renouveler et de proposer des trucs uniques pour justifier le fait que les gens donnent plus cher chez nous qu'ailleurs, parce que si t'as exactement le même service qu'ailleurs, pourquoi tu vas donner la même chose, tu vas payer 3 fois plus cher, tu vois, et donc il y a un travail qui est fait autour de ça. Donc dans ce que nous on paye les gens, mais aussi comme on essaie de vulgariser, que les gens se rendent compte que en fait les artistes et autres pros mais doivent manger et que de la visibilité ça te paye pas, en fait, ça te permet pas de vivre, et que ça c'est comme et moi-même j'en avais besoin en tant que pro, tu vois, de développer ça, parce que je veux dire, quand t'as des tout petits projets et tout ça, c'est très compliqué. Tu sais pas en vivre, c'est impossible, quoi. Alors que ça te prend du temps quand même, et donc c'est de pouvoir développer aussi une espèce de juste de système où tu sais survivre, quoi. Et donc il y a ça. On a toute une série de choses aussi. Effectivement, au niveau inclusion, mais assez large, quoi. Tu vois, on accepte vraiment.
tout le monde, et aussi on veut ouvrir les esprits sur, je veux dire, que ça est sur les genres, orientations sexuelles, les origines des personnes. Alors, le handicap, dans une certaine mesure, ça veut dire que je suis par exemple pas formée, moi, à prendre des personnes qui ont des handicaps super profonds, mentaux par exemple. Enfin, tu vois, j'ai pas la formation pour. Après, on a quand même, tu vois, régulièrement des personnes malvoyantes, malentendantes, en chaise roulante, des personnes avec des handicaps invisibles aussi, style l'autisme, j'en ai quand même beaucoup. Enfin, t'as tout ça qui est là. Et donc, et on fait passer aussi des messages par rapport à tout ça, quoi. Tu vois, c'est pas... Enfin, et on essaye de faire les choses, enfin, d'aller plus loin dans les processus, quoi. Ici, on va par exemple travailler avec la SBL Plein Pied, qui va nous aider à améliorer aussi l'accessibilité sur nos événements, avec plein de trucs à penser, mais bêtement la hauteur à laquelle tu mets tes affiches, si ça concerne les personnes PMR, tu dois pas les mettre. Enfin, tu vois, c'est tous des trucs, ça a l'air bête, mais en fait, si t'es pas toi PMR, t'y penses pas toujours forcément. Et donc, c'est clair que, tu vois, on a même sur événement, on essaie de faire des coins calmes, par exemple, on met des casques anti-bruit à disposition. Enfin, on essaie de faire des petites choses comme ça et développer ça petit à petit aussi pour que... Enfin, je t'ai parlé des choristes avant, mais aussi que pour le public se sentent accueillis. On essaye d'avoir un maximum de lieux accessibles aux personnes. En chaise roulante, c'est pas toujours possible parce que le monde est mal pensé en général, mais on essaye d'en tenir compte. Enfin voilà, on a toute une série de choses comme ça. Et puis on a comme aussi tout un travail autour... Enfin, je te disais, on a un cœur de femme d'ailleurs, du féminisme en général. Et... Enfin voilà, par exemple, enfin des bêtes exemples, mais j'essaie de programmer des femmes en fait, d'arriver dans la mesure du possible au 50-50 sur mes répertoires, tu vois. En musique classique, c'est un vrai exercice quoi. Tu vois, parce qu'en fait, si tu fais pas gaffe, tu programmes que des hommes. En fait, tous les trucs connus, c'est toujours des hommes. C'est un vrai travail en plus d'essayer d'aller trouver des femmes compositrices et de les programmer. Et voilà, on fait tout ce travail-là aussi. J'essaie, tu vois, dans mes équipes, toujours dans la mesure du possible, parce que parfois c'est vraiment compliqué, mais d'avoir au moins toujours des femmes aussi parmi les musiciens, musiciennes, sinon t'invites que des hommes de nouveau. Enfin voilà, on fait aussi un travail un peu à ce niveau-là, d'essayer de donner... Enfin voilà, leur chance aux femmes aussi, quoi, et de leur donner de la visibilité, et d'en parler aussi aux choristes, parce que... Parfois, les gens se rendent pas du tout compte, tu vois. J'avais déprogrammé en donné Rammstein parce qu'il y a eu des soucis de suspicion d'agression sexuelle et tout ça. Et en fait, j'ai des choristes qui comprenaient pas du tout ma démarche, quoi. Et du coup, quand t'expliques et tous les gens sont ah oui, en fait, ça a du sens. Enfin, mais en fait, il y a plein de gens qui se posent pas de questions là-dessus. Et donc, ça, enfin, je trouve que c'est intéressant de faire passer aussi tout ça dans tes projets, quoi. Ouais, finalement, t'as un rôle aussi de sensibilisation, quoi. Bah, ouais, alors après, c'est tu vois, des posture qu'on prend. Je sais que je connais des chefs de chœur qui veulent surtout pas, tu vois, être associés à quoi que ce soit, entre guillemets, d'ordre politique. C'est pas de la politique que je fais, mais tu vois ce que je veux dire, ça l'est toujours un peu, en fait, quand même. Mais non, enfin, oui, moi, je pense que si tu fais de l'art, c'est quand même pour faire passer quelque chose, quoi. Alors, évidemment, enfin, il y a les émotions et tout ça, mais, enfin, je trouve actuellement, quand tu vois tout ce qui se passe dans le monde, autant faire passer profiter de cette place-là pour aussi faire passer des messages, quoi. Enfin, je trouve surtout que, enfin, la culture est quand même directement menacée aussi, tu vois. Et donc, go, quoi. Enfin, essayons de sensibiliser un petit peu les gens autour de nous, quoi. On a une place pour le faire. Faisons-le, quoi. Et c'était important pour toi que justement ce projet reflète tes propres valeurs. Enfin, c'était impensable de faire autrement. Alors, c'était là dès le début, mais ça s'est fort développé au fur et à mesure. Mais parce que le monde change, tu vois. Et que... alors, c'est bête aussi, mais que j'ai un petit garçon maintenant aussi. Et en fait, une fois que t'as un enfant... Enfin, moi, ça a changé un peu plus ma perspective d'avenir, tu vois. Je trouve... Enfin... peut-être un peu égoïste, mais quand tu te dis que ton enfant il risque de tu vois, grandir dans un monde où, je sais pas, il pourra pas choisir avec qui il va être en couple ou quoi, tu te dis, mais en fait, c'est horrible, je veux pas qu'il... Enfin, tu vois, en fait, ça me touchait plus, si tu veux, l'avenir de mon enfant que le mien. Et du coup, je trouve... Enfin, je sais pas, ça a un peu changé aussi. Enfin, ça a un peu accentué. Enfin, tout ça était déjà là, mais je trouve que ça accentue aussi... Enfin, d'ailleurs, on a fait un spectacle sur ma grossesse aussi, tu vois. Avec le cœur de femme, et en fait tu te rends compte quand tu parles de grossesse que t'as la moitié de tes choristes
qui ont eu des expériences compliquées, quoi, mais que personne n'en parle. Ouais. Et tu vois, t'ouvres des portes, quoi. Tu vois, et là, par exemple, on avait des assos qui étaient là aussi, qui ont fait de la prévention sur les événements, des gens qui les ont recontactés après. Et enfin, tu dis, allez, enfin, voilà, tu fais quelque chose de tout ça. Après, ouais, c'était là au début, mais ça s'est quand même accentué, mais parce qu'il y a plein aussi de droits qui sont de plus en plus menacés, et donc forcément, tu fais passer plus de messages quand t'es plus menacé, en quelque sorte. Enfin, je sais pas si ça a du sens, ce que je dis, mais... Si, tout à fait. Et du coup, ouais, ça te fait quoi, finalement, d'offrir un safe place, quoi, à ces personnes? Parce que, voilà, tu parles de toutes ces femmes qui ont finalement osé prendre la parole sur leur grossesse. Ouais. T'offres un safe place aux gens. Est-ce que tu t'en rends compte, déjà? Alors, enfin... disons que le but, c'est que les gens soient bien et tout, tu vois, dans le respect de chacun et de chacune aussi, parce que je précise, parce qu'il y a parfois des gens, du coup, qui mettent dans safe place ou environnement bienveillant que tout le monde peut faire n'importe quoi. Oui, Alors, enfin, voilà, je le précise parce que ce n'est pas le cas, ça doit quand même être dans le respect de chacun et de chacune, mais c'est pas toujours clair pour tout le monde. Il y a des gens, du coup, qui aiment bien un peu se cacher de « Ah, mais c'est safe place, donc je fais ce que je veux », et « Ah, bah non, quand même pas », tu vois, enfin, voilà. Mais... Enfin, ouais, je dirais que c'est presque pas une fin en soi. Enfin, c'est aussi ma manière d'être qui crée un peu ça. Enfin, et sans prétention, mais c'est des choses qu'on me redit, en fait, tout le temps. Qu'il y a un côté très bienveillant dans ma façon de gérer les gens et les choses qui fait que ça s'installe un peu juste comme ça, quoi, tu vois. Après, enfin, mon intention est quand même qu'évidemment ce soit le cas, mais je veux dire, Enfin, c'était dans un truc bienveillant où tout le monde est sympa avec tout le monde. En fait, ça se met un peu tout seul. Après, il y a toujours des personnalités à gérer, mais tu vois, dans l'ensemble... Et tu vois, c'est pas grand-chose, en fait. Parfois, c'est genre juste... t'es le choriste qui est non-binaire, utiliser le bon pronom, quoi. Déjà, pour la personne, parfois, c'est énorme, parce que dans la société, c'est pas forcément le cas, et Enfin, tu vois, c'est nettoyé, ou un choriste transgenre, enfin, tu vois, vraiment... être super vigilante par rapport à la personne, aux pronoms, enfin, mais ça a l'air d'être de petites choses, et en fait pour moi c'est souvent logique que ça se passe comme ça, mais les retours que t'en as, c'est ah bah non, c'est pas du tout comme ça partout en fait, tu vois, et donc voilà, ça se fait un peu parce que ça se fait, mais en fait, tu te rends compte que ce qui, toi, te semble normal dans l'acceptation d'autrui, c'est pas du tout une norme ailleurs, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai aussi... je pense à une choriste qui est assez autiste. Enfin, je suis autiste aussi. Et qui, tu vois, qui a pleuré une fois en répétition. C'est des exercices sur le regard. Et pour elle, le regard, c'est vraiment compliqué. Et du coup, j'ai reconnu les signes, tu vois, qu'elle allait craquer, parce que, enfin, voilà, on fonctionne pareil, donc tu reconnais. Et je l'ai direct accompagnée, fait sortir et tout ça. Elle m'a dit, tu vois, en 30 ans, c'est la première fois qu'on m'accompagne et qu'on, tu vois, me laisse cette place-là pour faire sortir mes émotions quand ça va pas. Et tu sais, mais quelle horreur, en fait, tu vois. Enfin, ouais, elle a 30 ans, quoi. C'est la première fois que ça se passe bien comme ça, que je suis accompagnée, que les gens ne me jugent pas et tout. Et tu sais, mais... Enfin, le monde, il est trash quand même, quoi. Ouais. Et toi, ça fait longtemps que tu le sais que tu es autiste et que tu as pu apprendre comment tu fonctionnais? Il y a 3 ans, en fait. Ah oui, c'est récent. Ouais, c'est récent, mais chez les femmes, en général, t'as suffisamment de pression de la société pour que tu camoufles très bien les choses. Parce qu'une femme doit être sociable et machin et trucs. Et donc, t'as beaucoup plus de pression sur les femmes. Elles le cachent beaucoup plus longtemps, en général, que les hommes. Et donc, ouais, ça fait que 3 ans, en fait. Et ça t'a permis de... Enfin, ça t'a fait quoi, en fait, de le savoir? Alors, en fait, tu vois, j'ai fait plusieurs burn-out et tout ça. J'étais vraiment en questionnement parce que, enfin, voilà, tout le monde se dit en décalage, mais il y a quand même des gens qui sont plus en décalage que d'autres. Tu vois, ça reste des courbes, quoi. et en fait, moi, on m'a d'abord collé l'étiquette HP. Ah ouais. Et donc, on m'a dit, oui, enfin, voilà, t'as un super OQI, c'est pour ça. Et, enfin... Voilà, voilà, on m'a dit ça, et donc j'étais ok, et puis en fait, tout le monde se déclare un peu HP actuellement, et donc j'étais, c'est bizarre parce que j'ai quand même pas les mêmes difficultés que toutes ces personnes qui me disent qu'elles sont HP, quoi. Et en fait, une amie s'est fait diagnostiquer à l'époque, ainsi que ma tatoueuse, figure-toi. Ah ouais. Et en fait, en lisant leur témoignage, je me suis dit, tiens, il y a un truc. Je ressens plutôt à ça, en fait, tu vois. Et en fait, ça m'a quand même mis 2-3 ans avant que je fasse les tests, enfin, où il y a des moments où je me posais la question, puis des moments où j'étais
Enfin, en fait, ça change rien à ma vie. Tu vois, tu sais pas trop. Et puis, j'ai fini par, à un moment donné, me dire, bon, en fait, si ça revient tout le temps et à intervalles réguliers, c'est peut-être quand même bien qu'à un moment donné, j'ai une réponse. Et du coup, j'avais 32 ans et je me suis lancée dans ces tests. Où on m'a dit bah oui. Et puis il y a des gens autour de moi qui m'ont dit bah oui. Et vous pouviez pas me prévenir avant. Enfin en fait sur le moment j'ai eu deux trucs. Enfin t'as un peu une accentuation de ton handicap qui apparaît. Ah ouais. Parce que t'as un peu ce truc que en fait tu prends sur toi depuis 32 ans. Et qu'on t'a toujours renvoyé des trucs comme si t'étais problématique et tout, alors qu'en fait, c'est pas de ta faute, que t'as vraiment des difficultés de compréhension de certains trucs, genre l'implicite, qu'en fait, t'as vraiment pas les mêmes filtres sociaux que les autres personnes, et du coup, tu vois des trucs où on t'a... Enfin, et donc... Tu vois là où, genre dans une conversation normale, l'autre personne, elle va juste parler. Toi, t'as ton cahier de notes en train d'essayer d'analyser ce que tu dois redire quand. Et en fait, tout d'un coup, on dit, mais en fait, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et c'est juste, t'es différente, quoi, tu vois. Et c'est juste là. Et du coup, t'as une espèce de surhandicap après, parce qu'il y a un peu une réaction de révolte de... En fait, on me charge avec des trucs depuis 32 ans et j'apprends à 32 ans que je n'en peux rien, tu vois. Ouais. Et c'est genre juste mon premier bulletin au secondaire, c'était manque d'intégration en classe, quoi. Mais tu vois, on n'est jamais venu me dire comment on pourrait t'aider. On t'a juste dit, on m'a juste dit, fais un effort. Mais je veux dire, s'il suffit de dire à quelqu'un de faire un effort pour s'intégrer dans un groupe, enfin, tu vois, ça marche pas facile, comme ça, en fait. Et du coup, t'es là, mais enfin, ça te donne une autre lecture et du coup, t'as quand même un peu de la colère en mode, mais comment c'est possible que personne ne... Enfin, tu vois... et alors, du coup, ça accentue un peu ce truc parce que tu passes par une période où t'es là, mais en fait, j'en ai marre de faire des efforts. C'est les autres personnes qui sont valides. C'est pas juste que ce soit toujours moi qui dois m'adapter à elles. Ce serait cool que, tu vois, il y a un chemin fait dans les deux sens. Et donc, je suis un peu passée par une période où... Enfin, du coup, tout était un peu exacerbé. Et puis, en fait, après, tu digères et puis... Enfin, tu redeviens un peu comme avant, mais avec une autre lecture, tu vois. Et du coup, ça empêche plein de malentendus aussi. Tu vois, mes choristes savent et du coup, ils savent aussi que, enfin, genre, tu viens pas trop me parler après les répés parce que je suis très fatiguée, que le mail, c'est mieux que le téléphone. Enfin, tu vois, il y a un peu des codes comme ça. Et donc, au final, ça aide bien. Et c'est vrai que, tu vois, moi, je vois beaucoup de gens et j'ai fait... Dans notre podcast, j'ai témoigné sur le coming out autistique il y a presque 3 ans, justement un peu après mon diagnostic. Et en fait, j'ai bien une vingtaine de personnes autour de moi qui ont eu un diagnostic suite à ça. Parce qu'en fait, elles ne savaient pas ce que c'était l'autisme. C'est toujours décrit comme un truc un peu spectaculaire, tout ça dans les séries, alors que, enfin, en fait, c'est un vrai pourcentage de la population. Il y en a plein, quoi. Alors, moi, j'en ai beaucoup dans mes projets. Parce qu'il n'y a rien à faire. Les modes de fonctionnement s'attirent. Et puis, tu vois, nouveau, après on te colle l'étiquette HP. Bah en fait, moi après on m'a expliqué que le HP on le collait dans tous les sens, mais qu'en le haut potentiel n'est pas du tout associé à enfin, je veux dire, à des dépressions ou machin ou truc. En fait, c'est juste que quand on sait pas expliquer que quelqu'un pourquoi il va mal, on dit ah t'es HP et ça résout tout. Mais en fait, il y a plein d'HP qui vont parfaitement bien et que en fait, tu vois, ce terme-là est plutôt dangereux au final parce que tu le colles dans tous les sens et du coup, des gens qui comme moi ont un vrai diagnostic ou tu sais, il pourrait y avoir des personnes bipolaires ou quoi, ça retarde les bons diagnostics. Où là, tu peux quand même vraiment te faire aider. Ou tu vois, si c'est quelqu'un qui est TDAH, peut-être prendre des médicaments ou quoi, j'en sais rien. Et donc, enfin voilà, un peu le cheminement. Mais du coup, tu parlais des gens qui avaient pas forcément l'image correcte de l'autisme. Tu peux expliquer ce que c'est, vu que toi alors j'ai pas révisé le sujet. En quelques mots, du coup t'as des soucis d'interaction sociale. Ça veut dire que ce qui est logique pour les autres personnes et du coup ils vont juste pouvoir interagir comme ça. Toi tu sais pas le faire, tu sais pas. Alors on est tous très différents. Ça veut dire que l'autisme, c'est un spectre. Tu vois, on parle de TSA et trouble du spectre autistique. Et donc, t'as vraiment plein d'autismes différents, là, d'autistes différents, de personnes autistes différentes qui ont toutes des profils et des soucis différents. Où on a tous un peu les mêmes soucis, mais disons... tu vois, c'est comme une table de mixage, quoi. Ils sont pas tous à la même hauteur chez tout le monde. Et donc, t'as vraiment un truc, social où les interactions, c'est pas quelque chose de facile et de inné, en quelque sorte. En quelque sorte, t'apprends en observant comment les autres interagissent pour reproduire les comportements. Ça fait un peu psychopathe. Mais pour te donner une image... j'ai gagné un concours télévisé, j'avais préparé ma réaction. Parce que ma réaction à moi...
naturellement, ça aurait été « Ah, cool », tu vois. Et donc, non, j'ai répété une réaction. J'ai l'air folle quand je dis ça, mais parce qu'en fait, je sais que socialement, c'est pas ce qui est attendu. Socialement accepté, ouais. Voilà. Et donc là aussi, où tu vois, en général, les interactions sociales, on va dire, modérées, ça fait du bien aux gens. Bah, moi, même à petite dose, ça va direct me fatiguer. Tu vois, c'est vraiment un exercice. Ça veut pas dire que je les aime pas. J'ai des amis, je veux dire, comme tout le monde, des proches et tout ça, mais ça fatigue, quoi. Tu vois, là où certaines personnes vont y retrouver de l'énergie, toi, ça va te vider. Puis t'as toute une série de trucs autour, style... tu vois, les routines, en fait. Donc, t'as besoin de trucs très routiniers. Alors, moi, j'ai suspicion de TDAH, mais j'ai pas fait les tests. Donc, parfois, c'est un peu bordélique de mon côté. Mais de base, t'as vraiment des routines, quoi. Tu vois, c'est genre, je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça. Et si ma suite de routine est perturbée, ça va être hyper angoissant. Je ne saurais pas dans quelle heure faire les choses et tout ça. T'as vraiment des trucs comme ça. Et du coup, tu gères pas super bien non plus tout ce qui est inattendu. T'as des hypersensibilités ou hyposensibilités. Donc moi par exemple je suis quand même fort sensible au bruit, j'ai des fréquences que je ne supporte pas. Donc il y a pas longtemps j'étais à cours de musique avec mon petit garçon, il y avait une fréquence que je ne supportais pas sur un audio j'ai dû me boucher les oreilles, tu vois, j'étais là avec tous les parents, j'avais les oreilles bouchées alors qu'il se passait rien en fait, c'était juste une fréquence sur le truc. Et t'as des hypersensibilités. Moi, j'ai des hypos aussi, par exemple, je sens rien, quoi. Donc, j'ai pas vraiment d'odorat. Quand j'étais prof en labo, t'avais une fuite de gaz dans la classe, je ne sentais mais rien. Les élèves étaient « Ah, madame, ça sent le gaz ». J'étais « Mais non, pas du tout ». Et donc, t'as aussi... tu vois, dans les deux sens et pour tous les sens... j'ai parfois du mal à ce qu'on me touche. Tout le monde peut pas me toucher. J'ai dans mes cœurs des autistes, c'est genre impossible de faire la bise, quoi. Tu vois, c'est directement... et ça peut aller jusqu'à... Moi, j'ai pas ça, mais sur même les textures d'habits et tout ça... t'as vraiment, tu vois, tout ça. Puis t'as aussi vraiment ce qu'on appelle des dysfonctionnements exécutifs. Et donc ça, c'est du mal à mettre des actions dans le bon ordre. Moi, c'est encore raisonnable. Ça peut arriver, genre quand je suis fatiguée, c'est déjà arrivé que j'appelle mon mari en disant « En fait, je viens de faire tomber un truc par terre, c'est cassé, il y en a partout, dis-moi ce que je dois faire. » Je suis devant et je ne sais pas agencer les actions. Tu vois, où mon mari va me dire « Sors un truc du four ». Et en fait, je suis devant le four et il me regarde et dit bah ça. Et je suis là, en fait, je ne sais pas dans quelle heure commencer. Est-ce que je dois fermer le four? Est-ce que je dois ouvrir? Est-ce que je dois prendre un gant? Et tu vois, et du coup, je suis en train de paniquer devant mon four. Tu vois, t'as besoin qu'on te dise en fait, tu commences par ça, puis tu fais ça. Et alors, je te dis, moi, c'est plus accentué quand je suis fatiguée et je l'ai un peu, mais ça va. Mais t'as des autistes, en fait, ça te casse complètement ton autonomie parce que si tu sais pas agencer tes actions, et du coup, c'est pour ça que tu développes aussi tes routines et tout ça. Voilà un peu vite fait, t'as tout ça. Mais en fait, une fois que tu connais mieux, je veux dire, quand j'ai des choristes autistes qui postulent en audition, je les vois rentrer, je cerne super direct. vite, tu vois. Tu sens qu'il y a un truc hyper facile dans les échanges, en fait. Mais si tu connais pas, bah, tu vas juste voir quelqu'un qui est pas très à l'aise socialement, un peu maladroit, qui est vite envahi par le bruit, et du coup, t'es un repas de famille, en fait, j'arrive pas à parler parce qu'il y a trop d'infos de tous les côtés, et que je suis perdue, qui va plus s'isoler. Tu vois, et en fait, derrière, t'as quelqu'un qui prend beaucoup sur lui, quoi. Mais voilà un petit peu en Et résumé. c'est important pour toi de le dire, pour que les gens comprennent comment tu fonctionnes. En fait, ça permet... D'une part, déjà, quand on parle, c'est comme d'hab avec la vulgarisation, je te dis, j'ai plein de gens autour de moi qui se sont fait diagnostiquer suite à ça, et je me dis, allez, c'est quand même précieux, quoi. C'est tout comme ma tatoueuse, quand elle en a parlé, finalement, tu vois. Elle le sait pas, mais moi, j'ai été diagnostiquée suite à elle, et en fait, si t'as pas des gens qui en parlent à un moment donné, les gens continuent à rester sur leurs vieux préjugés et tout. Il y a ça. Et puis alors, je te dis, par exemple, quand je suis fatiguée, mais j'ai... aucune pincette, quoi, tu vois, c'est genre, c'est moche. Mais en fait, les choristes le savent, et je le dis en souriant, en fait, ça les fait rire, et tu vois, en fait, ça permet d'établir certains codes où les gens savent, ok, avec Emeline, on sait que c'est comme ça, on sait quand elle dit ça, il y a vraiment rien de négatif derrière, mais c'est juste, la meuf, elle est sincère, quoi, tu vois. et du coup, ça permet, tu vois, d'un peu mieux baliser. Après, parfois, t'as aussi des trucs un peu inverses, donc des gens qui vont te parler comme si t'étais... que tu comprenais rien à ce qui se passait et tout, et tu vois, j'en suis pas là non plus, tu vois. Après, du coup, les autistes avec HP, en général, sont beaucoup plus adaptés parce que, si tu veux, avec le HP, ça fait que tu t'adaptes beaucoup plus à ce qui se passe autour de toi
Par contre, c'est beaucoup plus fatigant que les autistes qui ont des QI, entre guillemets, dans la norme. T'as un truc où ils vont être souvent un peu moins adaptés, mais par contre moins fatigués, quoi. Tu vois. Ah oui. Voilà, mais du coup, ça veut dire que t'es dans une espèce de suradaptation constante, comme ça, et tout. Et ouais, je trouve que c'est pas vrai que les gens savent, mais parfois, oui, où t'as des gens... En fait, ils sont OK avec le fait que tu sois autiste, mais quand une fois tu vas faire une crise ou quoi, et que ça les arrange pas, par contre, là, tu vois, tout d'un coup, la tolérance, elle se casse, tu vois. Donc, mais voilà, en fait, en vrai, j'y ai plus de positif que de négatif d'en avoir parlé, même s'il y a des moments, t'es là, me stigmatise pas non plus, quoi. Ouais, c'est tu ça. Vois, ouais. Mais ça a d'autant plus de sens, du coup, d'avoir ta propre structure et pas de devoir rentrer dans un cadre où c'est trop tu vois, figé, quoi. Déjà, j'étais prof avant, tu vois. Ouais. En fait, c'est impossible pour moi. Déjà, tu dois interagir avec tes collègues, tu vois. Alors que t'es là, les small talk qu'on appelle les petites discussions sociales, comprends pas, tu vois. Et donc, t'es là en train de dire, ok, tout le monde rigole, ça a l'air drôle, est-ce que je dois rigoler ou pas? Tu vois, t'es là, genre, ça fait 5 minutes que j'ai pas pris la parole, tout le monde a déjà parlé. ça va pas du tout, tu vois. Et en fait, en classe, c'était super chouette avec les élèves, c'était très facile, par contre. Mais tout ce qui est autour, tu vois, et puis t'es dans des environnements hyper stimulants, en fait. Oui. T'as du boucan à mort dans les écoles, parfois de l'éclairage qui est assez violent aussi pour tout ce qui est visuel. Enfin, t'es dans une espèce de surstimulation possible tout le temps, quoi. Et c'est hyper compliqué de tenir le coup là-dedans. Ici, tu vois, moi, j'ai mes routines, évidemment, comme je te disais. Tu vois, tous les jours, mon temps de midi, c'est je fais mon sport, je fais ma sieste, machin. Tout ça, tu peux pas avoir dans les écoles. Enfin, du coup, le seul truc que j'avais trouvé, c'était m'isoler dans les locaux de préparation de sciences, tu vois, ou dans des locaux seuls, parce qu'en fait, t'as besoin de calme. Et mais du coup, c'est pas très entendu. T'as beaucoup d'aménagements qui sont demandés aux profs pour les élèves à besoins spécifiques. Par contre, les profs à besoins spécifiques, tu vois, ils peuvent bien se démerder, quoi. Et donc, en fait, impossible. Enfin, j'aimais bien enseigner, j'aimais bien être dans les classes, mais tout ce qui est autour, c'était vraiment ultra compliqué. Et alors, t'as aussi un peu des trucs de justice, que c'est impossible pour toi de faire des choses auxquelles tu crois pas et tout, et tu vois, je suis fort tatouée, et tout d'un coup, du jour au lendemain, le directeur avait décidé qu'on pouvait plus montrer de tatouage à l'école. tu vois, il y avait des tripes, tout d'un coup, les filles peuvent plus montrer une épaule parce que, oh là là, les garçons étaient là, mais en fait, je ne peux pas renvoyer une gamine chez elle parce qu'elle montre son épaule, tu vois, et donc, il y a des trucs où t'es pas très flexible, en fait, et donc, t'arrives pas à rentrer dans toutes ces cases, et donc, ça finit par casser à un moment donné. C'est ça. Qu'ici, tu vois, j'ai mes routines, je choisis avec qui je travaille, je choisis quand je travaille, je choisis mes horaires. Je sais que si j'ai une grosse journée, le lendemain, je peux faire une journée vite. Enfin, tu vois, il y a une forme de flexibilité qui me permet en fait juste de survivre. Là où dans l'enseignement, ta journée, elle fait 7 heures, elle fera 7 heures toute l'année. Et si un jour, tu as besoin d'une sieste, en fait, j'en ai besoin tous les jours, mais tu vois ce que je veux dire, parce que ça te coupe aussi sensoriellement, en fait. T'es dans le noir et tout ça pendant genre une demi-heure et t'as pas de bruit et tout, et ça te permet vraiment de relâcher, quoi. Tu sais pas. Et du coup, t'es juste là, en mode survie constant, et avec mon fonctionnement, c'est impossible, quoi. Et sans doute qu'il y aurait moyen de trouver des trucs avec des zones de calme, mais tu vois, en même temps, ajouter de la flexibilité dans des horaires d'école, comment tu fais, quoi. Non, c'est ça, c'est pas possible. Voilà. En tout cas, voilà, j'en ai déduit que beaucoup d'autistes autour de moi sont effectivement indépendants. Et indépendantes, tu vois, c'est pas souvent très facile. Et après, dans les chiffres, t'as beaucoup... je crois que 30% des personnes TSA sont au chômage, quoi. C'est vraiment... ça t'expose quand même, tu sais pas, évoluer dans des environnements entre guillemets normaux facilement, et donc ça t'expose quand même, en fait, juste au chômage, à de la précarité et tout, quoi. C'est ça. Ouais, donc moi j'ai encore de la chance parce que, oui, et du coup t'as des intérêts spécifiques aussi. Donc c'est des espèces d'obsessions, mais en fait qui te permettent de te structurer, quoi. Et donc, ici, évidemment, mon ASBL, c'est mon intérêt spécifique, et donc ça tombe bien, tu vois. C'est ça. Ça peut aussi te bouffer, donc mais t'en as besoin. Si j'ai pas d'obsession, je dépéris, tu vois. Donc tu dois toujours avoir des obsessions comme ça. Et donc moi, dans mon cas, ça se met bien parce que mon obsession, c'est un truc où, en fait, je me débrouille bien, et donc, tu vois, ça s'aligne, mais parfois, je suis prudente aussi parce que tu te dis... oui, il y a des autistes qui savent, des personnes TSA qui savent s'en sortir, mais en fait, derrière, t'en as plein qui s'en sortent pas, et donc c'est pas non plus le but de mettre la pression de « Regardez, elle y arrive, donc vous pouvez y arriver ». Non, elle a eu de la chance, en fait, tu vois, ça s'est bien aligné, mais c'est pas du tout le cas de tout le monde, quoi. Et donc, je représente pas grand monde, au final, tu vois. La réalité, c'est pas que ça, quoi. Ouais, c'est ça.
Enfin, voilà. Ça t'a pris du temps de justement mettre en place cette routine, savoir comment tu fonctionnais et ce dont tu avais besoin? En fait, les routines, elles étaient déjà là avant. C'est juste que enfin, en fait, tu prends tout d'un coup conscience que tout le monde, par exemple, tu vois, moi, je peux me laver que au lever. Ouais. Et donc, tu te rends compte, tout d'un coup, tu finis par remarquer qu'en fait, il y a des gens qui sont capables de se laver à plusieurs moments de la journée. Tu vois, enfin, tu vois, c'est des trucs débiles que... Enfin, quand les choristes amènent des apéros, enfin, c'est des trucs cons, mais en fait, j'en prends jamais, tu vois, après les répés, parce que je dis, ah ben non, je me suis brossé les dents parce que je ne sais pas me brosser les dents en rentrant de répète. Ah ouais, tu vois, ça doit être fait avant. Et si je mangeais un truc ici, juste, je saurais pas le faire en rentrant. Mais en fait, c'est juste, tu le fais. Enfin, tu vois, c'est logique, c'est ta vie, et donc tu t'agences. C'est juste, là, en fait, une fois qu'on met les mots dessus, tu dis, ah oui, en fait, je fais ça, et tout le monde ne fait pas ça. Y a plein de gens qui sont capables de se rebrosser les dents une deuxième fois après la répétition, s'ils ont mangé des chips, tu vois. Et tu prends... En fait, c'est plus une prise de conscience, parce qu'en fait, c'est déjà là, parce que Enfin, tu vois, j'ai pas commencé à être autiste il y a 3 ans, je suis... Oui, tu vois, ça. C'est là depuis 35 ans, en fait. Ouais. Et donc, juste... Enfin, voilà. Tu t'agences et tu t'organises tout pour survivre, en fait. Puis c'est juste après que tu conscientises, ah, en fait, je fais ça et tout le monde ne le fait pas. Ah, en fait, si là, je suis vraiment pas bien, c'est parce que j'ai pas respecté la routine, tu vois. Mais de base, enfin, juste, tu te serais dit, ah, je suis pas bien aujourd'hui. Enfin, c'est tout, tu vois. C'est plutôt une conscientisation, en fait, de comment ça fonctionne, quoi. Et tu as créé ton propre projet. Est-ce que tu te rends compte, du coup, que tu es aussi entrepreneuse? Oui. D'ailleurs, j'ai mon petit porte-clés. Ouais. Oui, j'en ai... Enfin, de base, une ASBL, tu vois, ça a un côté où t'es peut-être moins entreprise, mais au final, t'es quand même... En fait, c'est la même chose. T'es obligé de générer de l'argent pour survivre. Enfin, je veux dire, maintenant, on est soumis à la TVA pour une partie de nos activités. Enfin, tu vois, c'est... Mais oui... voilà, ma réponse n'est pas très développée. T'inquiète. Et ça te fait quoi, du coup? Est-ce que tu t'imaginais, plus jeune, pouvoir devenir entrepreneuse? Non, déjà, je m'imaginais prof comme toute la famille, tu vois. Et puis, en fait, tu dis pas un jour je vais être entrepreneuse. Tu montes un projet, et puis à un moment donné, tu captes que le petit porte-clés que t'as acheté, il s'adresse à toi, en fait. Et en fait, j'ai aussi commencé à m'en rendre compte bêtement parce que j'ai suivi un coaching d'entreprise, tu vois. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, en fait, oui, c'est ça que je suis en train de faire, tu vois. De base, t'es dans ton truc de, en fait, je vais faire de la musique et rendre le monde meilleur. Puis, en donné, tu dois quand même te rendre compte que pour te payer, voilà. Et du coup, tu suis des coachings et machin et trucs. Et tu remarques, en fait, dans ces logiques-là aussi, et que, l'aspect financier et vraiment entreprise, en fait, c'est une grosse partie de ton boulot aussi, quoi. Tu peux pas juste faire les trucs au feeling, quoi. Non, c'est ça, Sinon, tu te plantes, quoi. Et il y a quoi sur ce petit porte-clés? Attends, c'était, je crois... Alors, c'est en anglais, je sais plus, mais c'est un truc genre... Enfin... J'ai ma propre entreprise, un truc comme ça, tu vois. Bien. Mais c'était un truc au féminin, tu vois. Parce que, évidemment, en tant que femme, c'est toujours aussi un autre challenge. Ah oui. T'es fière de te dire que, voilà, il y avait ce prof qui t'avait dit, non, mais la direction musicale en Wallonie, on n'en vivra jamais. T'es fière de te dire qu'aujourd'hui, t'as ton propre projet et qu'en fait, c'est ça qui fait ta rémunération? Ouais, à fond. À la fois, c'est dur, vraiment. Tu vois, j'aurais pas pensé que ce serait si dur. J'ai un ami metteur en scène. Chaque fois qu'on se voit, le premier truc qu'on se dit, c'est purée. Donc quoi on s'est lancé, tu vois. Est-ce qu'on n'irait pas... Enfin, d'ailleurs, on s'était déjà dit qu'on allait lancer des podcasts à la place, tu vois. Trop bien. Parce que c'est vraiment dur, tu vois. Ça rémunère pas plus le podcast. Hein. Ouais, je me dis... T'as notre idéal. Ouais, donc t'as quand même une fierté. Là, tu vois, on a rassemblé il y a 10 jours 1350 personnes. Ouais. Tu te dis, mais c'est quand même incroyable. Enfin, là-dedans, j'ai mis 100 € sur Facebook et c'est tout. Et donc, tu dis, juste avec ta communication, ta communauté, le bouche à oreille, enfin... En fait, on prend pas assez de temps pour se poser et se dire « Mais c'est incroyable, tu vois. » Enfin, purée, j'ai loué l'ancienne Belgique pendant un an. Tu vois, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit jamais... Enfin, il y a 10 ans, j'allais voir des concerts à l'ancienne Belgique, tu vois. Jamais je me serais dit que je rentrerais dans les coulisses, quoi. Et tu te dis « Mais c'est incroyable, tu vois. » Après, c'est vraiment un poids aussi, quoi. Ici, hier, pour te dire, je disais à mon mari... Après, c'est la première journée en 5 semaines que j'ai pas de problème à régler, quoi. Ah ouais. Tu vois, parce que t'as beaucoup de trucs et les problèmes, ça va de « Ah, telle salle risque d'être en faillite, il faut trouver une alternative. Ah, tel musicien te plante. Ah, il y a un problème avec telle personne. Ah, machin truc râle sur ci. » C'est tout le temps, tu vois, et c'est vraiment...
c'est lourd, quoi. Et il y a peu de gens, en fait, qui s'en rendent compte, quoi. Ici, j'en parlais avec des choristes au Plus Grand Chœur de Wallonie. Purée, c'est moi qui étais foutre le PQ aux toilettes, quoi. Tu vois. Mais en fait, tout ce qu'il y a là, quelqu'un a dû le penser avant. Chaque chaise qui a été posée, quelqu'un a dû se dire, il faut une chaise là, il faut aller la chercher, il faut la ranger après. Et tu vois, t'as un truc... Les gens se rendent absolument pas... Enfin, en fait, eux, ils viennent, ils passent un bon moment, mais de tout ce qu'il y a autour, et en fait, tu t'en rends compte que quand t'es vraiment dedans, et des problèmes what the fuck qui te tombent dessus, où t'es là, mais... genre, c'est possible que ça arrive, ça, tu vois. Enfin, voilà, c'est très lourd, tu vois. J'étais prof avant, et alors, les profs vont pas être contents, mais moi, je trouvais ça vachement plus chill. J'avais beaucoup moins de responsabilités, en fait. Tu dois pas générer ton revenu de la même manière. T'es malade, t'es payé. Enfin, tu vois, et si je suis pas malade 6 mois, on ferme. Enfin... Voilà, c'est une autre pression. Après, il y avait vraiment d'autres choses dans l'enseignement qui étaient hyper compliquées. Et les profs ont tout mon soutien pour tout. Mais ouais, c'est vraiment... c'est dur, quoi, tu vois. Et avec les gens avec qui j'en parle autour de moi, qui ont des projets similaires, mais ça peut être dans la danse, par exemple, ou quoi... Ça devient jamais facile, quoi. Du coup, par contre, t'as la question de combien de temps je tiendrai, tu vois. Mais après, je suis constamment en train d'essayer de tout faire pour m'alléger, pour rendre le truc viable, financièrement, mais aussi en termes humains, d'énergie et tout ça. Mais ça reste... Du coup, il y a de la fierté, mais... c'est pas... tu vois, il y a rien qui tombe du ciel, quoi. C'est ça. Il y a un de mes metteurs en scène, justement, qui me faisait une réflexion, qui me disait, j'ai travaillé avec un chœur, qui disait, ouais, mais Emeline, tout ce qu'elle a, c'est des contacts, et que je leur ai répondu, mais ils se rendent pas compte. En fait, Emeline, elle bosse comme une tarée, tu vois. Et t'es là, mais en fait, il y a rien qui tombe du ciel. Moi, je viens d'une famille qui est complètement amatrice. Je t'ai dit, j'ai vu mon premier chef de chœur pro à 20 ans, quoi, tu vois. Et en fait, tout ce que j'ai... C'est juste du travail, s'acharner, prendre des risques, essayer, se tromper et tout. Enfin, t'as rien de linéaire et de facile, en fait. C'est un combat tous les jours, quoi. Mais à la fois, enfin, il y a vraiment des moments où tu te dis, mais oui, quoi, tu vois, c'est incroyable. Heureusement que je mène ce combat. Il y a des moments où t'es là, alors qu'en fait, tu vois, je pourrais juste, je sais pas, faire autre chose que ça, en fait, avoir un salaire fixe et pas m'emmerder à être toujours en train, parce que du coup, t'es la méchante aussi dans toutes les histoires. Évidemment, tu gères une structure, donc il y a parfois des trucs compliqués aussi et tout ça. C'est lourd, mais ça vaut le coup, mais c'est lourd, quoi. Oui, c'est exactement ce que j'allais te demander, même si c'est hyper difficile, tu t'imagines faire autre chose? Bah, en fait, non. Du coup, la question se pose régulièrement où t'es là... C'est quand même vraiment dur, quoi, tu vois, parce que j'aurais pas juste envie, tu vois, finalement, de me casser sur une île et de, je sais pas, cultiver des cocotiers, j'en sais rien, faire un truc un peu plus chill. Et puis, en fait, je me suis déjà posé plein de fois la question et je ne me vois pas faire autre chose, tu vois. Et voilà, et ça, c'est souvent le truc, tu vois. On sait que c'est des boulots qui nous bouffent, où tu donnes beaucoup de toi et c'est dur, mais en même temps... Enfin voilà, t'acceptes finalement tout ça parce que tu te vois pas ailleurs non plus, quoi. Je pense pas qu'ailleurs je pourrais être nourrie en termes d'énergie, de musique et tout ça comme je le suis là, donc tu t'y fais, quoi. Trop bien. On arrive tout doucement à la fin et du coup je vais te poser la question signature de Compose. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Ça c'est une grosse question. Ça peut être aussi bien personnel que professionnel. Ah ouais. Bah écoute, dans les trucs que j'ai pas encore osé faire, pour l'instant, je suis quelqu'un qui fonce assez fort, tu vois, donc quand j'ai une idée, je la fais. Alors, ça va être un truc, j'ai des choristes qui vont trembler quand je vais dire ça. Des projets que j'aimerais déjà bien faire, c'est donc, j'adore tout ce qui est univers cabaret. Et je n'ai jamais vu de nudité sur scène. Et donc, tu vois, une fois peut-être imaginé avec un univers de cabaret ou quoi, un spectacle choral en fun non admis, tu vois, pas dans de la vulgarité, tu vois, dans la beauté de ce que ça, un corps peut être. C'est un truc que je me suis déjà dit plein de fois que j'aimerais bien faire. Et mais après, avec toutes les difficultés que tu as autour de concepts comme ça, et ça n'existe pas en fait, mais ça me plairait bien. Et puis, un autre projet, mais peut-être un jour, serait vraiment d'ouvrir un chœur à vocation vraiment professionnelle, mais qui tournerait énormément, tu vois, et pouvoir faire exploser vraiment un chœur, genre que les gens viennent te voir comme ils iraient voir Soul ou, tu vois, je sais pas quel autre chanteur, quoi. Mais ça implique, tu vois, de lancer ce projet-là, de se dire, OK, là, je suis au stade de ma carrière où je me dis que je peux le lancer, que ça peut marcher. Et là, j'y suis pas encore. Voilà, 2 projets, tu vois, que j'ai pas encore osé, mais peut-être un jour, peut-être pas. On verra ce qui arrive plus tard, quoi. Trop bien, merci beaucoup. Merci à toi.
Merci Emeline d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. À bientôt pour un nouvel épisode.